Alors, on n'a pas de questions dans le chat pour l'instant, mais pour lancer un petit peu les velléités. En fait, moi, j'ai une question pour Audrey, mais Francesco aussi, certainement, tu pourras répondre. Moi, je suis assez étonnée que sur des questions aussi importantes, ce soit plutôt le dirigeant de l'entreprise qui prenne la parole. Tu vois, quand tu dis bah, c'est le COMEX, mais en fait, enfin, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on fait le choix d'incarner toujours cette prise de parole, enfin, souvent, ce que tu disais, Audrey, dans le dirigeant? Ah, ouais, bah, c'est dommage parce qu'elle ne nous entend plus. Ah. Si, écoute, je peux peut-être commencer Ouais, vas-y, ouais. à répondre le temps qu'Audrey revienne. Oui. Euh, Perso, par expérience, moi, je t'avoue que quand j'étais en agence, c'est vrai qu'on avait plus tendance à faire parler le dirigeant. C'est comme, si tu veux, le fait que le dirigeant prenne la parole, ça en impose beaucoup plus que si c'est une personne lambda ou un simple collaborateur au cœur de l'entreprise. En revanche, à l'inverse, le fait d'être passé de l'autre côté, maintenant chez l'annonceur, je remarque le fait que le dirigeant, à certains moments, s'efface et laisse la parole à d'autres acteurs de l'entreprise, ça permet justement, de cette manière, d'avoir beaucoup plus cette image incarnée et du coup d'avoir aussi différents angles. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle des partenariats et des associations ne va pas en parler de la même manière que quelqu'un qui en parle des investissements bas carbone, par exemple. Ne va pas avoir la même manière que quelqu'un qui parle de la RSE et du rapport. Donc ça diversifie aussi les prises de parole, ça diversifie les messages sans changer le fond, parce que le fond reste le même, les engagements, les preuves, etc. restent les mêmes. Euh, mais n'empêche que c'est vrai que ça, moi j'ai le sentiment que ça change quand même et que le dirigeant restera toujours une figure, ou la dirigeante restera toujours une figure forte pour les sujets RSE, les sujets importants au global. Mais n'empêche que les collaborateurs prennent de plus en plus la parole et on le voit notamment à travers ce qu'on appelle l'employé advocacy. Donc, juste un petit aparté, c'est en fait le fait que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs, alors soit d'une thématique, soit un ambassadeur au sens large du terme sur les réseaux sociaux. Et on voit qu'en fait, ça se transmet beaucoup mieux aussi. Parce que comme tout, hein, si un ami te recommande quelque chose, tu vas plus y croire que c'est l'entreprise elle-même qui te dit achetez-moi, je suis la meilleure marque. Bah, Donc ça diversifie aussi. en tout cas, en termes d'authenticité du message, bah, sur les questions de conditions de travail, ça me semble un peu bizarre de ne pas faire parler les travailleurs, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, Après, tu vois, si je vois qu'Audrey est de retour, donc je Ouais. termine ça, puis je te laisse parler Audrey. Euh, c'est sûr qu'en tout cas, avoir le dirigeant qui est appliqué, ça amène un souffle, tu vois. Ça permet de lancer la chose. Après, c'est sûr que s'il garde le sujet en main, mais c'est très réducteur. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, bah, du coup, pour rebondir, c'est sûr que les questions de RSE, c'est forcément transversal, enfin, c'est forcément des questions qui sont transversales. Quand on parle, mais même dans la politique, souvent la RSE, c'est aussi des politiques de réduction du papier ou des trucs comme ça. Et en fait, et puis même au niveau de chacune des entités du groupe en fait ou de l'entreprise sont mobilisées dans ces tâches-là. Au fond, la question, c'est même un ou une responsable RSE. Au fond, elle décide rien. En fait, tout son travail va consister à faire imprégner les objectifs, les objectifs qui sont déterminés par l'entreprise au sein de différentes directions. Et en même temps, c'est un aller-retour permanent entre la communication de chacune des directions et le pôle RSE, ou en tout cas là où le responsable RSE. Après, ce que je voulais dire dans le fait que c'est important que ce soit le COMEX ou en tout cas les chefs d'entreprise qui prennent la parole sur ces enjeux-là, c'est que ça permet aux salariés de montrer que c'est pris au sérieux. Que si le chef d'entreprise s'exprime sur la question des conditions de travail ou ça montre que c'est un enjeu qui est déterminant, qui est stratégique, qui n'est pas juste cosmétique. C'est pas juste pour l'extérieur, c'est pas juste une communication. Et j'ai un exemple par rapport à ça, c'est pendant le Covid, Anatixis Assurance, l'ancien directeur qui maintenant est parti, Christophe Lepape, il avait mis en place
et je pense qu'il y a pas mal de dirigeants qui ont fait ça, mais toutes les 2 semaines, le vendredi, il y avait une heure où c'était lui qui faisait les informations sur l'entreprise. Et au départ, ils disaient ça ne marchera pas sur le long terme, ça va marcher 2 semaines et ensuite ce sera terminé. Et en fait, ils ont maintenu ça, même en dehors du confinement, parce que les gens venaient, quoi. Parce que les gens ont envie de savoir ce qui va se passer, ils ont, de connaître, en fait, d'avoir leurs dirigeants qui s'expriment sur les prochains plans stratégiques, d'avoir une information de première main. Et ça montre, parce que dans les grandes entreprises, il y a aussi l'enjeu d'avoir une information transparente. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. On a Fabienne Pressas qui veut prendre la parole. Fabienne, on vous laisse ouvrir votre micro. Merci, bonjour. Alors, à vrai dire, je m'appelle Yasmine Ebieb, mais en fait, j'ai dû utiliser mon compte Zoom pour lancer un événement, pour me reconnecter avec le compte de ma collègue. Alors, du coup, moi, je suis coordinatrice plateforme carrière et je travaille à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Et en fait, je m'intéresse à cette question parce qu'on organise des événements avec des alumni pour faire connaître les différents métiers accessibles avec les diplômes. Et en fait, on a très souvent organisé des événements sur le RSE, mais ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Les étudiants de la faculté des lettres, après, on constate que de petit à petit, c'est de plus en plus connu. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment vous nous conseilleriez de parler du RSE, des événements qu'on organise autour du RSE pour démocratiser un petit peu le RSE, parce que chez nous, ça prend pas, quoi. Je veux bien qu'on... du coup, ouais, c'est une bonne question. Et moi, je t'avoue qu'honnêtement, quand je faisais mes études, autant dire que la RSE, ça ne me parlait pas du tout. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est pas que je m'en foutais, mais voilà, au quotidien, je triais mes déchets, etc. Et puis voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui est là depuis quelques années maintenant. Et quand tu rentres dans le milieu professionnel, tu le rencontres. Après, je pense que un des meilleurs moyens, parce qu'il y en a plusieurs, mais un des meilleurs moyens de faire connaître cette thématique-là, c'est, je vais être très pragmatique, hein. Le premier, c'est que maintenant, toutes les entreprises ne peuvent pas s'en passer. Donc, automatiquement, dans le milieu professionnel, un jour ou l'autre, tu en parleras de ce sujet-là. Donc, en tant qu'étudiant, tu vas absolument mieux connaître ce sujet-là pour rentrer en entreprise. Tu vois, cas concret, moi, en entretien, on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de la politique RSE d'Alliance. Je t'avoue qu'honnêtement, moi, j'avais bûché, mais pour le coup, j'ai dû un peu ramer quand même. Bon, ça s'est pas trop mal passé parce que j'ai été pris, mais voilà, c'est une question qui revient souvent. Et ensuite, la deuxième chose, c'est rentrer par le concret. Tu vois, dans le sens où, oui, c'est bien une définition sur la RSE, oui, c'est très sympa, etc. Mais moi, ça ne me parle pas. On parle de rapport RSE, je suis là, ok, c'est cool, mais concrètement, qu'est-ce que ça me change au quotidien, tu vois? Par contre, me dire, si je prends le cas concret, me dire qu'Alliance, dans 10 ans, à horizon 2040, n'aura plus de contrat avec des mines de charbon, bah là, ça, c'est du concret, par exemple. Tu vois, me dire que tu parlais du client dans l'agroalimentaire qui a arrêté le plastique et que ça a économisé X tonnes par année, bah, ça, c'est du concret, tu vois. Donc, en fait, c'est la preuve. Et on en revient un peu à ce qu'on disait avec André tout à l'heure, c'est que la preuve va t'amener à une réflexion et va t'amener la définition elle-même de ce que toi, tu veux en faire de la RSE. D'accord, donc si je comprends bien, ce serait au final vraiment de le rattacher au monde de l'entreprise avec les actions concrètes qu'elle réalise ou qu'elles seront amenées à réaliser pour montrer que c'est un secteur qui recrute. Ouais, par exemple, tu vois, si quelqu'un est très engagé sur la question de l'égalité homme-femme, bah, ça rentre dedans aussi. Si quelqu'un est très engagé sur la question sociétale, bam, ça rentre dedans aussi, tu vois. Donc, il y a vraiment cette possibilité sur les sujets. Alors, j'ai parlé des 17 critères tout à l'heure, mais c'est vachement plus large que ça. Donc, en champant un maximum de critères, je pense que tout le monde en aura pour ce qu'il souhaite parler. On a Mariam Texier qui veut bien prendre la parole. Mariam, je te laisse ouvrir ton micro. Oui, bonjour à tous. Juste pour répondre à ta question sur comment le présenter aux étudiants, je pense qu'il y a aussi un changement qui s'est opéré dans les entreprises. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le sujet n'était pas très sexy
pour les étudiants et même pour nous, agences avant, c'est que la RSE, c'était un peu le parent pauvre. C'était initialement Donc déjà, je me présente, Claire me demande de me présenter. Donc moi, je suis une ancienne étudiante du master, d'une des premières promotions, et je suis consultante en stratégie dans une agence qui s'appelle Mars at Work, qui est basée à Marseille, qui travaille sur la raison d'être des entreprises. Et donc, pour en revenir à ce sujet de la RSE, c'est vrai qu'il y a tout un temps où moi, communicante, ça ne m'intéressait pas trop de travailler dessus parce que la RSE, c'était géré par la direction de la communication et c'était un coup de polish. Et on ne va pas se voiler la face, on faisait essentiellement du greenwashing pour nos clients. Et forcément, ce n'est pas à ce moment-là qu'on aime notre métier de communicant. Et ça reprend ce que disait Aurore au début sur l'aspect manipulation de la chose qui correspond pas à ce qu'on a envie de véhiculer, d'autant plus quand nous, on vient de nos métiers de fond, on a travaillé, on vient de l'histoire, on vient de la philosophie, et forcément, ça vient froisser aussi notre éthique. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer quand même chez les entreprises, c'est que la RSE, les entreprises ont compris que ce n'était plus effectivement une question de morale, mais un enjeu de survie, puisque l'entreprise a besoin d'intégrer la question de son impact et de son impact positif pour pouvoir perdurer. Et donc, la RSE devient au cœur des stratégies. On voit que dans les entreprises qui l'abordent sainement, ce n'est plus géré par la communication, c'est bien géré par une direction spécifique qui est représentée à la direction. Et donc, ça devient un sujet important. Et comme le disait en fait Aurore tout à l'heure, ça devient tellement important que finalement, ça n'a plus trop de sens de parler de RSE, c'est-à-dire qu'une entreprise de notre siècle doit se penser en tant qu'entreprise à mission, avec un impact, et donc travailler sur les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. C'est vraiment être au cœur de sujets éditoriaux, de comment l'entreprise va améliorer son impact. Et je pense que par rapport aux étudiants des universités, je pense que par contre, ce sujet-là peut vraiment leur parler parce que ça fait rejoindre la question du sens à celle de leurs compétences éditoriales. Donc voilà, peut-être que ça peut être aussi une bonne direction pour les aiguiller sur ces sujets. Et là-dessus, je m'arrête de parler. Oui, pardon, Mariam, je ne veux pas te couper, mais on a encore une autre personne qui veut poser une question. Alors, j'ai CB comme nom, donc je vous laisse prendre la parole. Oui, non. Le micro est coupé. Attends. Là, c'est bon? Voilà, oui. Ok. Donc, moi, c'est Charlotte Barbe. Donc, je suis freelance en communication responsable. Donc, je n'ai pas fait ce master, mais j'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne. Et donc, alors moi, j'avais deux questions. Alors déjà, pour Francesco, juste félicitations, parce que moi, après plus de 10 ans d'expérience dans le métier, je trouve que j'avais toujours du mal à trouver des exemples d'entreprises qui communiquaient sur le sujet sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. C'est encore très rare, parce qu'en général, les entreprises publient uniquement, beaucoup dans les rapports développement durable. Et donc, ma première question pour vous, là, j'ai regardé rapidement là, pendant que vous parliez, votre compte Instagram, c'est est-ce que vous avez aussi une réflexion pour faire sortir les informations, notamment chiffrées, de votre rapport développement durable pour communiquer dessus de manière un petit peu innovante sur les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est une réflexion que j'ai eu depuis longtemps. En fait, les entreprises communiquent énormément dans leur rapport développement durable, des informations qui sont très intéressantes, mais qui sont très précises et qui sont parfois un peu noyées ou cachées sur le site Internet. Et voilà. Donc voilà, ça, c'était ma première question. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou est-ce que vous le faites déjà? Et ma deuxième question, alors ça, c'était plus une réflexion globale. On a parlé là de de la RSE beaucoup un peu comme une soft law, en évoquant donc les questions des droits de l'homme, ISO 26000. Mais il y a quand même il y a aussi des lois qui concernent les entreprises, donc je pense, et qui les obligent en fait à publier un certain nombre d'informations en termes de reporting ou voire de stratégie. Je pense notamment au devoir de vigilance et là, la directive européenne ce qui s'appelle CSRD. Et donc ça, ce n'est pas des soft laws, c'est vraiment des lois qui sont obligatoires, qui impactent pas mal la communication.
Et voilà, et l'idée, c'est de réfléchir. Moi, je trouve qu'il y a une réflexion à avoir pour savoir comment faire de ces obligations, comment les rendre accessibles au grand public et comment les rendre, voilà, en faire quelque chose qui soit innovant et qui ne soit pas juste un exercice de comply, explain or comply. Voilà. Donc, je vais répondre sur la première partie rapidement. En fait, alors c'est une bonne réflexion que tu as, et c'est vrai qu'on s'est posé la question sur en interne chez Alliance. Donc après avoir fait les choix, etc., il y a eu des arbitrages en termes de thématiques, en termes de budget, etc. Et je reviens à ce que Myriam disait, c'est maintenant la RSE, c'est un vrai sujet, c'est pas le vilain petit canard qu'on fait quand il y a que le budget, etc. C'est l'inverse maintenant, ça a pris l'importance. Et par rapport au rapport RSE, on a pris le biais de ponctuellement donner des informations, mais à l'inverse, travailler sur des vrais contenus RSE que tu retrouveras dans le rapport RSE, mais tu le trouveras de manière chiffrée ou avec une phrase, une image, etc. Mais ici, on le met en vidéo à travers des interviews, etc. On a pris ce biais de le compléter, si tu veux, le rapport RSE et pas juste faire un copier-coller. Ouais. Et donc, ça arrive plutôt au fur et à mesure de l'année. Ouais. Non, mais c'est cette question des chiffres. Parfois, moi, je trouve que parfois, on passe des mois et des mois à récolter des chiffres mais qui sont assez complexes, hein, et qui finalement… alors après, l'idée, c'est d'arriver à communiquer de manière simple dessus, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je trouve que parfois, c'est dommage que dans l'entreprise, on passe autant de temps à récolter ces chiffres, à les faire auditer et tout, et que finalement, ce ne soit pas forcément exploité après, derrière, à l'extérieur. Mais je comprends que ce ne soit pas simple et que ça peut être aussi un choix éditorial. Hein, mais… Il y a deux choses. Alors, les chiffres, au lieu de mettre en avant, on essaie de ne pas trop en mettre non plus, parce qu'à force d'avoir 10 000 chiffres, tu ne sais plus lequel est le bon et sur lequel te raccrocher. Ouais. La deuxième chose, quand on le fait, c'est des chiffres grand public, toujours. Et du coup, on pense vulgarisation. Bon, okay. Je vais devoir faire la maîtresse du temps. Je suis vraiment désolée. Mais je pense qu'on a beaucoup de professionnels qui vont reprendre leurs activités. Et voilà. Alors, Francesco et Audrey m'ont promis de répondre aux questions qui viendront plus tard par email, sur les réseaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer ce partage d'expérience. On les remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de préparer cette séance, de partager avec nous leur travail. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous tous aussi. Je conclus aussi en vous disant de ne pas oublier que nous avons 2 prochaines séances pour les partages d'expériences qui sont à venir. La prochaine, c'est le 8 décembre. Oui, c'est ça. Vous retrouverez le programme au lieu habituel. Et n'oubliez pas les 20 ans du master. On va se revoir, faire la fête et partager juste un bon moment aussi. Voilà. Je vous remercie. Je ne vous garde pas plus longtemps et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Au revoir à tous. Merci à tous, bon après-midi. Au revoir à tous. Au revoir. Salut.